Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 30. Dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Comme tous les dimanches hier, nous avons tiré au sort tous les gagnants de la semaine, qui sont David Birota, Quentin Roux, Terrien en détresse, Thierry Click, Moïd, CryptoFelo, NoFomo, NG Crypto 56, Le Pharaon Eng, Jean-Philippe Rossi, Xavier Catrux et encore une fois Jean-Philippe Rossi. GG à tous les gagnants et pour tous ceux qui n'avaient pas encore gagné, n'oubliez pas de me contacter sur mes réseaux ou par mail. Comme tous les lundis, le zap est un peu plus long qu'à l'accoutumée, alors pour tous ceux qui préfèrent un zap un peu plus court, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description tous les chapitres de la vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo. On va commencer par une news qui vient de Washington. On a le Roman Catholic diocèse de Washington qui accepte enfin les cryptos en tant que donation. Donc on a les catholiques qui acceptent enfin la blockchain, Jésus qui confirme les transactions et c'est ici Engiven qui gère ses donations. 3 semaines avec une compression de volatilité. On a ici un price action qui est bullish, C'est pas vraiment le price action qui est bullish, c'est qu'on a actuellement les bulls qui sont en contrôle, c'est-à-dire les acheteurs qui sont en contrôle avec pour l'instant la main et une petite hésitation. Est-ce que c'est le dead cat bounce? Est-ce que c'est un bear market rally? Oui, c'en est un. Dans les deux cas, c'est et un dead cat bounce et un bear market rally. Mais la question qui va se poser, c'est où c'est qu'on s'arrête. Ça peut monter très haut, ce dead cat bounce ou ce bear market rally. Ça peut monter ici, ça peut monter ici. C'est complètement cohérent de voir ce genre de mouvement aller soit retourner tout de suite, soit aller jusqu'ici sans rien changer à la structure de marché. La structure de marché, c'est la création de plus bas sommets, plus bas creux long terme. Voilà, où s'arrêtera le prochain sommet. Ça peut monter beaucoup plus haut que les gens l'espèrent, ou ne l'espèrent pas, ou le redoutent. Mais actuellement, pour l'instant, ce sont les bulls qui sont en contrôle et on a terminé la semaine dernière avec un doji, un genre de doji, une semaine d'hésitation, un range quoi. Et ce début de semaine avec dès l'ouverture ce matin, une petite poussée à la hausse. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est gagné? Pas forcément. Hein. Au niveau de ces mèches, on a clairement vendeur. Ça peut durer plus longtemps. En général, quand on voit ce genre de mèches, ça veut dire qu'on trouve vendeur. Si on les épuise pas, c'est là où on aura le retest de notre V-bottom. Et si on les épuise, eh ben, ils iront chercher plus haut pour essayer de ralentir le marché. Pour l'instant, je vois pas de raison de FOMO, mais je vois pas de raison non plus d'être inquiet. Je trouve que c'est relativement joli, c'est même assez joli. Donc personnellement, avant même de lancer le brief de ce matin, j'étais déjà dans un long sur le BTC que je trouvais intéressant. Je l'ai joué petite couille, je l'ai pris petit profit et tout, parce que c'est peut-être un petit peu tôt pour la décision finale, mais ça semble, ici quand on regarde en petite unité de temps, ça semble assez réaliste qu'on aille chercher 23 800, 24 000, ça semble très 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 réaliste, genre comme étant une cible prioritaire. Regardez, si vraiment on se positionne avec les clôtures, c'est vraiment parfait en fait, regardez, hop. Voilà, et bien on a la clôture de ce point haut ici du 19 juillet qui tombe pile sur ce niveau, donc des 23 390 $. Et là pareil, vous voyez, on a toutes ces clôtures qui s'effectuent à chaque fois en dessous. Donc pour moi, voilà, le niveau vraiment important, je pense que c'est celui-ci, le plus pertinent. De toute façon, ça va pas jouer au pixel près qu'on mette le niveau ici ou ici. Voilà, un poil plus bas, même si on est des clôtures très légères. Moi, ce que je veux quand on casse une résistance, c'est avoir vraiment une grosse bougie. Donc tant qu'on n'a pas de grosse bougie, qu'on ne clôture pas vraiment 300, 400, 500 $ au-dessus, voilà, ça changera rien. On sera toujours sous résistance. Maintenant, ce qu'on peut constater aussi en termes de figure chartiste ici, qu'on est en train de réaliser sous la résistance, c'est tout simplement une espèce de tas séance. Hein. Regardez, ici on a un premier creux, un deuxième creux, et là d'ailleurs aujourd'hui, pour l'instant au moment où je tourne la vidéo, on semblerait tenter un breakout. On est positionné sur le EMA 21 et le EMA 50, donc c'est aussi très important de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles et de les refaire clôturer dans le bon sens, parce que là pour l'instant elles sont en configuration baissière. Quand la rouge est sur la bleue, c'est une configuration baissière. Donc là on pourrait voir le croisement, si jamais le cours s'envole, hop, voir le EMA 21 repasser au-dessus de la rouge. Ça montrerait que le momentum est plutôt haussier. Donc vraiment voilà, c'est ici que tout se joue, j'ai envie de dire.
Sur le monthly, donc schéma qu'on connaît, donc schéma vraiment long terme, donc entrée du mois qui confirme un petit peu ce qu'on avait dit. Donc on a mis, on va dire, un gros temps d'arrêt ici avec cette bougie vraiment qui vient ralentir une tendance qui descendait vraiment beaucoup trop vite. Donc temps d'arrêt absolument validé. Par rapport à ce qu'on attendait, encore une fois, on confirme. Ça, c'est vraiment des flèches qu'on a tracées il y a un petit temps maintenant. On attend vraiment cette fameuse figure de retournement ici avec la divergence pour pouvoir aller valider les signaux, encore une fois, monthly. D'accord. Sur le RSI, ça reste quand même très encourageant. On est possiblement sur une grosse zone de bottom. Enfin, clairement, ça c'est comment dire, indéniable. Est-ce qu'on va aller encore plus bas? Possiblement. Ça, il faut vraiment pas l'exclure. Et on a quand même un premier gros signal monthly qui nous dit que, on va dire, déjà le plus gros est derrière nous. On n'a pas encore validé les bottoms, mais on peut très largement dire, et c'est évident vraiment que la plus dure de la souffrance est absolument derrière nous. Sur le court terme, énormément de bears piégés, ils savent pas où mettre leur stop loss puisque là ça fait que monter. Et les ordres ne font que s'ouvrir, donc les bears ne ferment pas leur position, il y a quelque chose de chelou qui est en train de se passer là. Les bears, comme on peut le voir ici, n'acceptent pas ce pump, donc ici ils sont en train de shorter de plus en plus, et ça monte de plus en plus. Et sinon également aucun signe de faiblesse sur le CVD spot et sur le CVD futur, puisque tout le monde est actuellement en train de recharger à fond. Quand on regarde sur Ethereum, c'est beaucoup plus clair, c'est qu'on a super bien et clairement rebondi sur la moyenne mobile 200 semaines. Et on a l'ancienne ATH, et vous voyez que c'est inversé par rapport au Bitcoin, mais surtout, vous voyez qu'on a super bien rebondi sur la moyenne mobile 200 semaines, super bien rebondi sur le support qui correspond à l'ancienne ATH de 2017, et là, on repart gaiement. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on va sortir de ce range, et enfin aller attaquer ce genre de moyenne mobile. Un truc que j'ai retenu, c'est qu'il n'y a pas une stratégie universelle. Même si le DCA c'est cool, le palais c'est cool, il y a une stratégie par rapport à sa psychologie, à sa personnalité. Moi, je ne suis pas patient. La patience est quelque chose d'extrêmement important dans les cryptos. Ceux qui sont très patients, souvent, ils sont récompensés, voilà, mais il faut pas trop quand même. Mais moi, je suis pas patient. J'arrive pas. C'est mon gros défaut. Je ne suis pas patient. J'arrive pas à temps. Moi, je vais pas être là en mode, si ça range, ah non, moi j'attends que ça aille aux 10 000 $. Non, moi je suis pas patient. Si ça fait une semaine que j'ai rien acheté, je suis là en mode, oh putain, j'ai rien acheté là. Oh là, je suis comme ça, je suis tendu, tu vois. Donc moi, j'arrive pas à patienter. Quand je vois de la grosse bougie rouge, impossible que j'achète pas. Voilà. Mais déjà, c'est bien. Parce que tu veux, avant, quand j'étais petit et idiot, alors je dis pas que je suis pas idiot maintenant, mais j'achetais quand c'était plutôt vert. Quoi? Une grosse bougie verte comme tous les débutants. Vas-y, je rentre, c'est parti to the moon. Non. Moi, je FOMO sur du rouge. Donc, quand t'es petit, que tu comprends pas trop tes débutants, tu FOMO sur du vert, comme par exemple sur le TH. Et quand t'es plus grand, tu FOMO sur du rouge. Quand il y a du rouge, tu revois. Donc, alors que quand j'étais petit, dès qu'il y avait du rouge, j'étais en mode chaud content. Oh putain, non, il y a du rouge, ça va aller à zéro, c'est fini, les cryptos, ça va à zéro. Quand t'es débutant, tu penses ça, parce que tu sais pas, d'accord? Après, quand tu commences à avoir un petit peu de la bouteille, que tu as bu des bières et des bières, alors je rigole, attention à l'alcool, c'est dangereux pour la santé, donc, et au bout d'un moment, quand c'est du rouge, tu es content d'acheter sur du rouge, tu es content. Moi, une bougie comme ça, je l'aime cette bougie, je l'aime, oui, je t'aime bougie, voilà. On va avoir un mouvement, à mon avis, d'ampleur sur le Bitcoin. La mauvaise nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que le Nasdaq, vous le savez, qui entraîne le Bitcoin avec lui à la hausse comme à la baisse, est arrivé sur un point de rebond. Vous voyez, quand on aligne effectivement les points hauts sur le Nasdaq, on voit qu'on arrive sur le niveau potentiellement soit de breakout haussier pour réinverser la tendance en vue semaine et reprendre une tendance haussière, soit effectivement un rebond baissier pour retomber finalement en bas de canal descendant, et finalement ça emporterait le Bitcoin avec lui à la baisse. On a les marchés effectivement américains qui sont fermés, vous le savez, le week-end, et par conséquent, peut-être que le Bitcoin attend une reprise des marchés pour se faire rejeter également violemment à la baisse. Donc ça c'est le point négatif. On peut également corréler ce graphique avec celui des stablecoins, la capitalisation des stablecoins qui également arrive sur un point de rebond avec, vous le voyez ici, en alignant les mèches, on arrive effectivement sur ce point de rebond, de soit rebond haussier, ça voudrait dire que le Bitcoin ferait un crash, une nouvelle fois ainsi que l'ensemble des crypto-monnaies, vous le savez, et à l'inverse, soit de cassure baissier pour aller chercher la trendline suivante pour finalement avoir un petit pump sur le Bitcoin. Donc effectivement, on est, vous le voyez, sur un niveau crucial, que ce soit sur la capitalisation des stablecoins et que ce soit également sur le Nasdaq. Mais si on regarde également les autres actifs financiers, on voit également qu'on est sur des niveaux de retournement haussier ou de rebond baissier. Vous voyez sur SCP, on a un cours qui revient sur résistance. Tac, tac. Et là, on voit au niveau des monomobiles exponentiels qu'on arrive sur un niveau de rebond potentiellement pour repartir ou de breakout haussier pour effectivement reprendre une tendance haussière. On va
regarder rapidement l'indice du dollar qui, lui pour le coup, semaine précédente à une semaine haussière. Comme par hasard, j'ai envie de dire, voilà, vous savez la corrélation entre l'indice du dollar et les indices risqués. Le dollar qui rebondit, c'est une semaine baissière pour le BTC, comme par hasard. Donc voilà. Et en termes de dynamique, on est toujours sur une dynamique haussière, bien évidemment, sur le dollar. On est venu retag la précédente toute petite résistance qu'on avait effectuée ici le 16 mai 2022. Et ici aussi, vous voyez, on avait trouvé de la résistance. On a breakout. Et là, pour l'instant, comme dans un très bon suivi de tendance, on vient faire un pullback et on semblerait repartir sur le dollar. Donc voilà, à surveiller toujours cet indice du dollar. Qu'est-ce qui peut accélérer de nouveau la croissance ? Généralement, la croissance, en quelque sorte, elle est stimulée par soit la politique monétaire ou soit, par exemple, par tout ce qui est les stimulus fiscaux ou la politique fiscale du pays, budgétaire aussi. Donc là, quels sont les éléments qui pourraient vraiment faire de nouveau accélérer la croissance économique, sachant que actuellement on a les indicateurs avancés, donc qui sont un peu plus longueurs, donc plus à long terme, qui sont actuellement dans la zone de récession, et ceux qui sont à plus court terme, les indicateurs avancés à plus court terme, eux aussi sont environ dans la zone aussi de récession. Donc c'est la direction qu'ils indiquent en fait, puisque des indicateurs avancés, ça indique la direction, et les indicateurs coïncidents, c'est en temps réel. Donc on va démontrer, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, au niveau, on n'est pas encore dans la zone vraiment de récession, mais on se rapproche de plus en plus, puisque vous voyez ici, sous les 6 à 8 semaines, on a vraiment les indicateurs leaders avancés à plus court terme qui, eux, sont devenus dans la zone de récession. Je ne vais pas faire la traduction puisque voilà. Mais ils sont rentrés dans la zone de récession, et pour ceux qui sont à plus long terme, ils sont rentrés il y a très longtemps dans la zone de récession. Mais le coïncident est encore toujours dans la zone régulière. Je pense qu'on va rentrer sous la tendance à très long terme au niveau de la variation. On va voir les données très prochainement, donc j'en ferai part, mais pour l'instant la direction pour les leading indicators sont toujours plus dans la zone de récession, donc qui se dirigent dans la zone de récession. Donc dans tout ce qui est longueur leading indicator, donc tous ceux qui sont des indicateurs avancés à plus long terme, c'est plus que ce qui concerne vraiment la monnaie, l'offre monétaire. M2, c'est tout ce qui est l'offre monétaire. Donc vous voyez, on est dans la zone négative depuis un moment. Là, c'est tout ce qu'on a dans la base monétaire, donc tout ce qui est dans les réserves des banques et tout. Donc là, c'est pareil, on est dans la zone négative depuis un petit moment, donc la direction est toujours dans la zone de vraiment baissière. Et les actifs des banques centrales aussi. Donc là, on peut voir que la croissance justement des actifs est négative, donc en contraction. Pourquoi ne reverra-t-on pas, ou alors pas de sitôt, un retour à la moyenne de l'euro par rapport au dollar ? Car l'Union européenne est en train de perdre sur tous les plans. Sur le plan militaire, je ne dirais que peu de choses car non expert. Pourtant, lorsque l'on regarde la carte de l'Ukraine, bien que l'alliance Ukraine-UE remporte toutes les batailles dans les journaux, les Russes sont toujours en Ukraine et ils ont même tendance à augmenter la taille du territoire conquis. Alors peut-être que la défaite est imminente, mais là, comme ça, c'est pas l'impression que ça donne. Sur le plan énergétique, donc si vous considérez que l'Union européenne n'est pas prête à trouver un terrain d'entente avec la Russie pour que le gaz afflue de nouveau comme avant, ce qui est mon scénario central, et que vous considérez que l'énergie nucléaire ne sera pas disponible en quantité suffisante avant au moins 10 ans, le temps de construire beaucoup de nouvelles centrales, alors vous comprenez que l'Europe va rentrer en récession, voire en stagflation, et ne dépassera pas son plus haut en termes de PIB réel avant un bon moment. Enfin, en ce qui concerne l'appui de nos alliés américains, comment pensez-vous qu'une puissance affaiblie, qui sera structurellement demandeuse d'une aide extérieure, sera considérée par les USA ? Le Sénat américain adopte un plan de 430 milliards de dollars pour le climat et la santé. C'est un plan de relance qu'ils ont baptisé un plan anti-inflation. Je sais pas si ça vient de Biden le gâteux ou pas, mais... Non mais lui, on sait très bien que de toute façon, rien ne vient de lui. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était une marionnette, mais elle fonctionne de moins en moins bien. Les mecs sont en PLS derrière. Ah ouais, le mec qui est derrière, il bégaye. Parce que il est là avec sa manette PS4. Ça lag.
J'ai un problème de connexion, les gars. Plus de batterie, merde. Non, c'est vrai, Biden, il fait un peu flipper, quoi. Gros plan sur le climat et l'inflation, en gros. Donc, de ce que je comprends, il va y avoir beaucoup d'argent de débloquer à ce niveau-là. La planche à billets qui fait son retour. On est sur 700 millions, c'est ça, je crois, Non, là, alors, réimprimer. Ils ont imprimé 430 milliards de dollars. On n'est pas à 700 milliards, on est vraiment à 430 milliards. Ouais. C'est tout. Oui, c'est juste ça. Pas grand chose de plus. Baptiser un plan de relance à 430 milliards anti-inflation, alors que c'est parce que tu as imprimé derrière 1000 milliards, 1300 milliards de dollars en tant qu'aide Covid, et c'est ce qui a ramené en fait l'inflation. Je sais pas. Pour moi, j'ai jamais vu que print money allait faire en sorte de baisser l'inflation. Ils vont peut-être venir avec un système qui n'est pas encore connu et qui va révolutionner le marché. On va les regarder de près parce que les Américains, j'ai l'impression que plus ça va et plus ils nous sortent des trucs incroyables et ils sont capables de tout. Donc là, ça parle quand même d'une enveloppe de 7500 $ en crédit d'impôt pour l'achat de voitures électriques, de panneaux solaires. Donc, on va dire que ça va dans le bon sens à ce niveau-là et que puis ça va acheter. Dans tous les cas, ça va relancer un petit peu. Tu vas me voir arriver aux États-Unis juste pour acheter ma petite Tesla et revenir avec. C'est un bon investissement, Tesla. Il y en a qui achètent, ils revendent plus cher qu'ils l'ont acheté. Donc, je peux pas dire le contraire. Moi, ce qui me choque, c'est que effectivement, à court terme, tu vas avoir des effets positifs comme à chaque fois. Mais en tous les cas, on continue de se mordre la queue, quoi. Donc, à quel moment toute cette espèce de bulle va exploser, quoi? Je sais pas. C'est que si justement, il commence à print autant, le dollar devrait un peu perdre face à l'euro sur les marchés. Et le taux de change devrait redevenir plus intéressant pour l'euro, quoi. Donc la parité qu'il y a sensiblement sur l'euro-dollar devrait disparaître et on devrait, j'espère au moins un euro à 1,07 $, tu vois. Ça serait déjà positif. Parce que là, je t'avoue que je m'en prends plein la gueule, moi, avec le commerce extérieur. Mais l'impact de toute façon de ce projet de loi de finances va apparaître, comme là, l'inflation qu'il y a eu, qu'au bout de 4 à 6 mois. Alors que les yeux du monde sont attirés par l'est de l'Europe, où se joue une guerre fratricide, de l'autre côté de la planète, 2 autres peuples, frères eux aussi, il y a encore peu de temps, se déchirent dans un conflit qui, à son tour, pourrait venir mettre l'économie mondiale à genoux. Moins médiatisée mais tout aussi inquiétante par les forces qu'elle pourrait être amenée à mobiliser, les tensions diplomatiques entre la Chine continentale, la République populaire et sa province, la République de Chine, plus connue sous le nom de Taïwan, n'en finissent plus d'inquiéter les observateurs internationaux. Autonome, Taïwan l'est dans les faits mais pas dans les lois chinoises, et c'est ce que rappelle régulièrement le président Xi Jinping à chaque fois que son cas est abordé. L'archipel doit rentrer dans le rang et se soumettre aux directives du Parti communiste, comme toutes les autres provinces chinoises dont elle fait officiellement partie, mais ça, le gouvernement taïwanais ne l'accepte pas. Depuis quelques mois, c'est l'escalade diplomatique avec en toile de fond le droit à l'indépendance et à l'autodétermination des peuples, porté par Taïwan et soutenu par la communauté internationale, et de l'autre, le respect de l'intégrité d'un territoire, celui de la Chine, première puissance commerciale qui n'a pas l'intention de plier et d'abandonner son île. Comment en est-on arrivé là ? Quelle menace pèse sur Taïwan et y a-t-il encore une porte de sortie pour éviter le pire ? Wells Fargo, les actifs numériques sont l'innovation au même titre qu'Internet, quoi. Voilà, bravo, ça c'est tout à fait ce que je pense, pareil, c'est un monsieur qui nous donne des infos là-dessus, de ce qu'il pense. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sont pour, quelques-uns qui sont contre, bon, on va pas leur faire de la pub, on s'en fout un petit peu, mais on sait que notre marché est comme ça, notre marché est vraiment divisé encore. L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, lui, commence à investir dans la crypto-monnaie. On trouve l'économie Web3 intéressante aussi, et il investit dans la crypto-monnaie. Bon signe, vous voyez, parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient commencer à acheter un petit peu au plus bas. Et Kevin O'Leary, lui nous vient d'acheter une trompette Bitcoin. La trompette Bitcoin, c'est quand vous achetez vraiment dans le creux, donc pareil, investisseur qui se dit tiens, quand même, on est quand même vraiment très bas. Il suffit de regarder les graphiques pour le comprendre, on est quand même très très bas, donc peut-être il y a moyen de faire quelque chose, et on sait très bien que les actifs risqués remontent avec des beaucoup plus gros pourcentages par la suite. Le directeur de la Banque centrale brésilienne fait l'éloge du Bitcoin. Voilà, des bonnes nouvelles tout ça, on survole tout ça très rapidement, mais c'est pour voir que tout n'est pas perdu, comme on dit. Vitalik Buterin avait annoncé la possibilité de créer un Soulbound token sur Ether d'ici 2023. Figure-toi que Binance a déjà pris les devants puisqu'ils viennent d'annoncer la possibilité du déploiement d'un SBT
après le KYC, donc c'est une vérification d'identité sur Binance. Et ce SBT, il s'appellera pas le SBT, il s'appellera le BAB, le Binance Account Bound. Et il sera déployé, tu t'en doutes, sur la Binance Smart Chain. Le SBT, vu que c'est très très récent, si tu n'en as pas entendu parler, c'est tout à fait normal. C'est une sorte de forme de NFT qui sera déployé par un organisme émetteur, par exemple Binance, et qui peut être repris à la guise de cet organisme émetteur. J'ai imaginé un petit exemple pour mieux t'illustrer ça. Imaginons que j'ai une communauté de 100 000 personnes sur YouTube. Si tu partages cette vidéo, peut-être, c'est un petit message subliminal. Donc je décide d'envoyer un SBT aux 100 personnes les plus actives de ma chaîne. Concrètement, les 100 personnes les plus actives, c'est celles qui vont commenter le plus, celles qui vont partager le plus, celles qui vont liker toutes mes vidéos, etc., etc. Et ces 100 personnes, grâce à ce SBT que je leur aurais donné, auront des privilèges, comme par exemple de pouvoir communiquer avec moi en privé, ou le fait d'être modérateur sur ma chaîne YouTube, ou je sais pas, le fait de... Enfin voilà, toutes sortes de privilèges en fait. Et surtout, ce qui fait la particularité du Soulbound Token, c'est qu'à partir du moment où la personne est moins active sur ma chaîne, je reprends ce SBT que je donne à une personne plus active sur ma chaîne. Bon après ça c'est qu'une manière de s'en servir que j'ai imaginé. Il y en a évidemment plein d'autres que l'on ne peut même pas encore imaginer pour le moment, parce que cette technologie, je pense qu'elle a un potentiel monstre, et d'ailleurs Binance l'a bien compris. The Merge va entraîner une guerre civile au sein d'Ethereum. ActuCrypto.info qui nous dit ça, évidemment. D'autres en parlent, il y en a qui parlent que ça va bien se passer, d'autres qui vont dire que ça va mal se passer. On attend tout ça, ça va être en septembre. Normalement, puisqu'à présent ça a été repoussé X fois, ce merge. Donc Vitalik Buterin, lui, l'exode des validateurs vers Ethereum classique n'est pas un problème. L'exode des validateurs vers Ethereum classique n'est pas un problème. Allez, on voit Vitalik Buterin ce qu'il va dire. On parle de fork aussi qui risque de se passer justement sur notre Ethereum. Donc prédiction Ethereum vers 5000 $ avec la migration. Vous voyez, vous verrez beaucoup d'articles qui parlent de ça. Comme d'habitude, on s'avance un peu sur plein de choses, mais on verra déjà que ça sort en septembre et on va voir après comment ça va se passer. Ensuite, prêt, ceux qui sont traders, ceux qui veulent justement faire attention, trader, etc., ou acheter, etc., nous sommes prudents, on est méfiant dans ce qu'on va faire à l'achat ou à la vente, parce qu'il va se passer quand même quelque chose, je pense, au moment où tout ça va vraiment être déclaré. Mise à jour de MetaMask et ça change tout pour votre sécurité. En gros, vous le savez, des fois vous vous baladez, vous faites pas attention, vous tapez un site internet crypto sur Google, vous cliquez sur une pub alors que l'URL est totalement pareil à 1 ou 2 caractères près, vous arrivez sur un site qui ressemble au vrai site mais qui n'est pas du tout vrai puisque c'est un site de phishing et là vous faites suivant, continuez, vous validez la transaction, vous cliquez OK et vous faites vider votre portefeuille parce que vous avez donné tous les droits à un portefeuille externe. Eh bien, avec cette mise à jour, normalement, il y a des annonces un peu plus clair. Êtes-vous sûr de vouloir donner l'intégralité des permissions de votre portefeuille à ce smart contract? MetaMask ne vous empêche pas de vous faire arnaquer et d'aller vers des arnaques parce que c'est pas à eux de juger, ils veulent rester le plus décentralisé possible. Par contre maintenant, ils alertent. Donc comme il ne peut pas bloquer des transactions pour vous, il peut vous alerter parce que c'est vrai que si MetaMask vous interdit de faire une transaction, même si c'est une arnaque, il y a plein de gens qui vont dire attends, c'est le monde de la décentralisation, on veut que personne ne nous interdise d'utiliser notre argent et toi MetaMask tu nous interdis de le faire. Donc ils t'interdisent pas mais ils t'alertent naturellement et donc ils te proposent de faire beaucoup plus attention. J'étais obligé de démarrer par cette news, je pense que très peu d'entre vous ont dû passer à côté. Comme vous le savez sans doute, le bridge Nomad, donc au niveau de son smart contract, a été hacké et du coup ce qui a entraîné une grosse manipulation des cours au niveau du Evmos, un retrait massif également de liquidité au niveau de ce bridge. Si vous souhaitez plus de détails sur les faits, n'hésitez pas à aller consulter cet article de chez Coindesk, bien entendu tous les liens seront en description. Vous avez également ce communiqué de Nomad suite aux récents événements. Pour rester dans les bad news, eh bien on a une fuite de données cachée par la team de NIR et également un hack des portefeuilles Solana. Bon, en l'occurrence ça nous intéresse pas forcément parce que nous ici on s'intéresse à Cosmos, mais en tout cas pour ce qui est de NIR, comme on en a énormément parlé sur la chaîne, eh bien NIR qui est assez proche au niveau de Cosmos dans les partenariats, marketing, etc. eh bien lui également a été victime d'une fuite de données cachée et en fait ça s'est passé au niveau des SMS. Bref, je vous mets l'article ici, donc n'hésitez pas également à aller le voir si vous souhaitez plus d'informations, mais en gros de ce que j'en ai compris, quand vous créez un portefeuille sur NIR, vous avez le choix entre créer un portefeuille comme avec Cosmos via une clé privée, donc on va vous donner 24
24 ou 12 mots, ce sera la clé de votre portefeuille. Ou alors, ça c'est Keplr, il me semble qu'il propose ça, de pouvoir s'authentifier avec Google. Bon, personnellement, je suis pas très fan de cette méthode d'authentification. Et ENIR, apparemment, eh bien, c'était un peu le même système. Vous avez à la fois par email et également par SMS. Donc moi, je suis fan ni de l'un ni de l'autre, car justement, le principe de la crypto-monnaie, c'est que ce soit décentralisé. Donc on a ces 24 mots, on a sa clé privée. Et donc, à partir de là, eh bien, on exploite pleinement le potentiel de cette technologie. Et pour moi, on a quand même plus la main mise sur son portefeuille. Car justement, par mail et par SMS, vous avez un service tiers justement qui va stocker ces informations. Donc ça peut être Google. Et également, de l'autre côté, eh bien, vous avez NIR qui a cette base de données stockée qui permet de répertorier eh bien, tous les utilisateurs par numéro de téléphone et par adresse mail. Bref, c'est une notion plutôt importante à avoir en tête. Les 24 mots, pour moi, ça n'engage que moi, hein, vraiment ce que je dis, j'insiste là-dessus, c'est plus sécurisé et c'est plus logique dans l'approche en fait du domaine de la blockchain et des crypto-monnaies que de passer par cette méthode plutôt que par une inscription par email ou par SMS. Elon qui annonce que le pic de l'inflation a été atteint et que des jours meilleurs devraient arriver sur les marchés. Il est en train de dire qu'effectivement on aurait peut-être touché un bottom. Est-ce qu'il essaie d'influencer les cours? Est-ce qu'il y croit vraiment? Sachant que lui, il a quand même vendu, je sais plus, 90% de ses bitcoins qu'il avait sur Tesla il y a pas longtemps à perte, quoi, quelque part, avec un pourcentage à perte. Qu'est-ce qu'il cherche en disant ça? Alors, il a vendu ses bitcoins apparemment à perte, une partie d'entre eux, mais il a quand même fait un profit global sur la vente de ses bitcoins d'environ 65 millions. Hein. C'est ce qui est, au vu de l'achat qu'il y a eu, c'est petit, mais il est quand même en profit de plus de 65 millions. En soi, ce que Elon nous dit, c'est que voilà, le prix des matières premières est en train de diminuer, ce qui fait que l'inflation a trouvé son plus haut, et maintenant on se redirige petit à petit vers des prix un peu plus normaux et des prix plus bas. Ce qui entraînerait à terme, encore une fois, si l'inflation diminue, les restrictions vont derrière diminuer, une réinjection assez forte sur les marchés boursiers et du coup sur le marché des crypto-monnaies. Si le S&P 500, comme certains l'annoncent, va remonter à 4800 points, bah écoute, oui, on a les crypto-monnaies aussi qui devraient remonter assez fortement suite à ces nouvelles. Tu penses qu'il va racheter du Bitcoin du coup, le Elon? On n'est pas à l'abri de voir plus tard que en fait Tesla a vendu ses Bitcoins juste pour avoir sur ses papiers une vente de Bitcoin et on va dire un bilan un peu plus positif, et dans les 48 heures qui suivent, il a racheté tout ce qu'il a vendu. On sait pas. Oui, il a fait un coup sûrement pour assainir les comptes au niveau des bilans, rassurer les investisseurs et autres, mais ça n'empêche pas d'être toujours présent sur le marché cryptoactif et d'être toujours un investisseur à ce niveau-là, quoi. Donc au niveau de la tech et du token, c'est du proof of stake. L'ICO, c'est très important parce que vous allez voir qu'on est allé toucher exactement ce cours-là. C'est fait à 3,6 centimes de dollars. Et ce qui est intéressant au niveau de la tech, c'est que c'est une architecture très évolutive. Ils peuvent aller jusqu'à 1000 transactions par seconde. C'est énorme quand on sait que ça fait entre 8 et 20 pour Bitcoin et Ethereum. Vous pouvez faire du stacking de roses. Et après, l'idée, moi, je trouve ça intéressant pour le côté décentralisé, c'est que les validateurs sont choisis au hasard. Donc, il y a bien évidemment le poids que vous avez. Hein. Si vous avez 10 000, 100 000 roses stackées, vous avez plus de poids, de chances de recevoir et d'être validateur et de recevoir des gains de stacking. Mais il y a un côté aléatoire qui me plaît beaucoup, qui va permettre d'aller choisir au hasard des gens qui en ont pas forcément autant. Et c'est un mécanisme qui s'appelle le paratime. Et donc au final, je trouve que cette blockchain, elle est hyper intéressante parce que ça apporte de la sécurité, de l'anonymat, de la scalabilité et de la flexibilité. Et donc je trouve que c'est vraiment une architecture ultra futuriste. C'est une architecture en 2 couches en plus qui est beaucoup plus robuste que beaucoup de blockchains layer 1 parce qu'ils ont mis d'un côté toute la gestion du token, du protocole, et de l'autre côté, surtout ce qui bouffe beaucoup de bandes passantes de CPU et autres, c'est toute la partie calcul. Au niveau des opérations, donc plus du marketing, et là on est vraiment sur le gros partenariat avec Usain Bolt, le Step Network, le fait également qu'ils ont donné la possibilité d'acheter du Fitfit directement en USD. Ça c'est pareil, je trouve ça très intelligent, notamment dans le cadre de leur grosse campagne, dans le cadre d'attirer le plus d'utilisateurs possible, de leur faciliter la tâche et de leur permettre d'acheter en USD. La possibilité pour ceux qui stackent du Fitfit d'avoir
avoir plus d'utilité, donc notamment avec le stacking et également le fait qu'ils sont en train de transformer du coup StepUp en DAO, donc qui veulent donner un pouvoir de gouvernance aux possesseurs du jeton FitFi, et également le partenariat du coup avec le festival Untold et le groupe de musique Claptown, c'est ceux pour qui ils ont distribué les tickets VIP. Donc un mois quand même plutôt productif, hein, surtout pour un mois estival, pour l'appli qui veut vraiment concurrencer, voire même remplacer StepUp qui tire un peu la langue depuis quelques temps. On débute les actualités du samedi avec Netflix qui se lance dans le métaverse de Decentraland. Et ce partenariat met en relation la division d'Amérique latine de Netflix et la société The Electric Factory qui souhaite explorer la possibilité d'interaction avec le public qu'offre le métaverse. En effet, en plus de faire la promotion du film The Gray Man avec Chris Evans et Ryan Gosling, la société est en train de tester un nouveau concept sur Decentraland qui consiste à recréer l'ambiance du film dans le métaverse avec un labyrinthe que les utilisateurs doivent traverser en répondant à des questions sur le film. Et une fois arrivé à la fin du labyrinthe, le joueur peut enregistrer son temps et il a également accès à des vêtements au format NFT gratuit qu'il peut ajouter à son portefeuille. À savoir qu'à l'heure actuelle, ce serait environ 2000 personnes qui auraient tenté l'expérience, et donc on voit ici que les chiffres ne sont pas énormes comparés au public que touche normalement ce type de grosse production, mais au travers de ce premier essai, Netflix commence à tâter le terrain pour la promotion de films dans les métaverses. Bon, prochain coup, tu me mets un légendaire ? Allez. Bon, l'animation, je vais pas la refaire, hein. C'est bon, on a compris. Bon, je vais actualiser. Encore un bronze. Bon, je peux pas le voir, mon gold. Ah voilà, il est un peu plus stylé. Bon, bah le dernier. Bon, bah ça me paraît mal parti pour avoir un légendaire. Un petit épique au moins. On va voir ça. Ah, chiotte. Ah, attends, on voit pas, mais là je crois que c'est un gold encore. Alors rapidement, je retourne sur le launchpad, juste pour voir la classification, juste pour vous montrer les moins bons, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est des Genesis, donc ça fait déjà partie des meilleurs NFT qu'il y aura sur le jeu. Je rappelle, il y aura 1,2% de reward sur toutes les prochaines générations de Space Ape, parce que bon, avec ce type de jeu Play to Earn, avec vos NFT, vous pouvez recruter et donc faire de nouveaux NFT, et bon, soit jouer avec, soit les vendre, et ces nouveaux NFT, eux-mêmes peuvent faire de nouveaux NFT, recruter de nouveaux, et donc ça fait ensuite encore une troisième génération, et ainsi de suite, une quatrième, une cinquième. Et tous les NFT de toutes les générations suivantes rapporteront au Genesis Space Ape de la première génération 1,2% de rewards. Donc le moins bon, c'est le bronze, ensuite c'est du silver, ensuite c'est du gold, là Epic on commence à toucher à quelque chose de pas mal, et ensuite Legendary c'est le top. J'ai 2 gold, bon c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais j'aurais voulu plus. On veut toujours plus. Ensuite, on a également Atom 2.0 qui est en pleine préparation et apparemment on va avoir énormément d'informations supplémentaires au niveau du Cosmosverse qui aura lieu en septembre 2022. Donc restez bien à l'affût car je pense que ça va être très très intéressant. Je vais le 24 août au NFT Biarritz, juste avant le Surfing Bitcoin. Pour cette occasion, j'ai eu ma place gratuite et en échange, je vous propose un moins 25%. Avec un code, alors attendez, il faut que je le retrouve dans mon carnet, mais il me semble que c'est 2022 NFT, le arrobase Biarritz, tout en majuscule, et avec ce code vous pouvez tout simplement avoir moins 25%, profiter de cette réduction pour votre place. Je crois que c'est 100 € en ce moment la place, il y a 2 petits déjeuners, vous avez accès à toutes les conférences, tous les ateliers, c'est un événement, c'est une première édition organisée par OpenGem et c'est franchement un superbe événement. Ils ont prévu des choses, c'est du concret quoi, c'est pas du blabla, c'est vraiment l'idée, c'est de faire comprendre ce que sont les NFT pour les gens qui savent déjà ce que c'est. Il y a aussi à boire et à manger, donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder, et puis je ferai un post de toute façon cet après-midi dessus, et puis l'idée ce serait aussi de pouvoir se voir IRL, de se rencontrer et de discuter tous ensemble puisque j'y serai. Donc je vous attends à cet événement, et voilà, on est arrivé au Carlet. Hop, je vous montre, c'est magnifique hein. Donc en fait ce sont des cabanes de pêcheurs. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.